Bienvenue à tous, vous écoutez Exo7, c'est la première de l'année, alors bonne année à tous, bonne année à toi Thomas qui est à mes côtés. Bonne année à tous, bonne année Patrick, bonne année Mika. Bonne année Mika, à la technique. Bonsoir à tout le monde, et moi j'ai déjà dit bonne année aux auditeurs, mais bonne année aux auditeurs d'Exo7. Alors, pour démarrer l'année en beauté, on va consacrer cette émission à un aventurier, le plus célèbre des aventuriers, mesdames et messieurs, j'ai nommé Indiana Jones. Alors pourquoi ? Parce que cette année 2008, c'est aussi l'année du retour d'Indiana Jones, près de 20 ans après le dernier opus. Alors bon, ce n'est pas une émission cinéma, ça c'est le jeudi, l'émission cinéma, c'est Movie Maniacs. Mais il se trouve que dans la série des Indiana Jones, il y a des sujets qui sont liés à Exo7, des sujets ésotériques, des sujets mystiques. Et le thème de ce quatrième opus d'Indiana Jones, si vous ne le savez pas déjà, ça sera les crânes de diamants, les mystérieux crânes de diamants mayas. Et donc, il faut savoir que cette histoire est une histoire authentique. Il y a une véritable énigme, un vrai mystère des crânes de diamants, des crânes de cristal plus exactement. Oui. Donc on en parlera avec Thomas, mais dans un premier temps, je vais revenir moi sur les histoires, sur les trésors que cherche Indiana Jones dans les deux premiers opus, non, dans le premier épisode et dans le troisième épisode de la saga. Vous l'aurez compris, ce soir, Exo7 est placé sous le signe du fouet. C'est parti. Exo7, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Alors, Indiana Jones, la saga démarre dans les années 80, réalisée par Steven Spielberg, vous le savez, mais on ne va pas s'étendre davantage, encore une fois, sur le côté cinématographique, mais bien sur le côté mystique, ésotérique de la série, puisque donc, dans le premier épisode d'Indiana Jones, le célèbre aventurier était donc à la recherche de l'Arche d'Alliance. Alors, pour ceux qui ont vu le film, et tout le monde a vu le film, bien évidemment, l'Arche d'Alliance, c'est ce coffre que les nazis cherchent avidement parce que donc il est censé renfermer un pouvoir immense, et il faut savoir que cette arche d'alliance est une véritable relique qui est recherchée par certains et qui est tirée de la Bible. Alors c'est même l'objet le plus sacré évoqué dans la Bible. C'est donc un coffret de 114 cm de long sur 68 cm de large. C'est très précis parce que les mesures sont elles-mêmes évoquées dans la Bible. C'est pas évoqué en centimètres mais en coude, et donc elle est en bois de sétime. C'est un type d'acacia imputrescible et en or. Alors sur le couvercle de l'Arche d'Alliance, c'est très précis, se trouvent deux chérubins, deux anges en or qui se font face et dont les ailes se touchent. Donc c'est pour ça que toutes les gravures, toutes les représentations de l'Arche d'Alliance se ressemblent systématiquement, parce qu'on a une description très fidèle de ce à quoi elle était censée ressembler dans la Bible. Et donc si cette Arche d'Alliance, si ce coffret est si précieux, si recherché et si sacré, c'est parce qu'elle contient les deux tables de la loi que Moïse rapporta du mont Sinaï dans la Bible, et sur laquelle sont gravés les 10 commandements. Alors voilà ce que la légende nous enseigne, et ce qu'on va voir dans ces deux histoires, à la fois celle de l'Arche d'Alliance et celle du Graal, c'est que la légende se mêle à la réalité, d'une part parce qu'aujourd'hui encore il y a des gens qui cherchent ces deux reliques, et d'autre part parce que l'histoire, la véritable histoire, est émaillée de références à ces deux objets-là. Donc voilà, la légende chevauche la fiction, et dans cette arche, en plus des tables de la loi, dont Dieu lui-même s'était servi pour graver les 10 commandements avec son doigt, c'est ce que nous explique la Bible. Il y avait aussi la baguette d'Aaron. Alors Moïse et Aaron durent faire face à une rébellion qui remettait leur autorité en question. Donc Moïse et Aaron dans la Bible, c'était des chefs de tribus, alors il y avait 12 tribus, les 12 tribus d'Israël, et donc pour régler cette affaire de rébellion, on plaça les baguettes des chefs, qui étaient comme des sceptres, des baguettes en bois. Donc on plaça ces baguettes devant l'arche d'alliance pour qu'elle juge, pour que Dieu juge à travers elle. Et donc la baguette d'Aaron se mit à bourgeonner et à fleurir. Donc ça a permis de faire comprendre que Dieu l'avait légitimement désigné. Donc l'arche d'alliance contiendrait cette baguette, et enfin dans l'arche d'alliance il y aurait le vase d'or contenant la manne. Alors dans la légende, la manne, c'est la nourriture qui a été procurée miraculeusement aux Hébreux lorsqu'ils ont traversé le désert. Donc
c'est autant d'éléments qui font que cette relique, cet objet, cette arche d'alliance est l'élément le plus sacré qu'on puisse trouver dans l'Ancien Testament. Alors c'était également le trône de Dieu qui était associé à sa colère et l'objet était également associé au jugement dernier. C'était un talisman tellement puissant que les Hébreux l'emportaient avec eux dans les batailles pour se porter chance et pour que Dieu les accompagne. Alors on dit aussi que cette arche leur a permis aussi de traverser la mer Rouge, donc voilà, ça a permis donc d'invoquer Dieu plus facilement, manifestement, c'était l'idée du truc, et 1050 années avant Jésus-Christ, les Philistins remportent une bataille contre les Hébreux, malgré le fait que les Hébreux étaient en possession de l'arche, et donc ils s'emparent de l'arche et ils la placent dans leur temple de Dagon. Donc Dagon, c'était l'idole qu'ils vénéraient. Mais ils restituèrent l'arche parce que la statue de Dagon s'est retrouvée inexplicablement défigurée et la population philistine donc s'est retrouvée atteinte de lèpre. Donc tout ceci, c'est des récits bibliques encore une fois, ça fait partie de la légende. Et là où la réalité commence à rattraper cette légende, c'est quand l'archéologue Lee Ritmeyer a déclaré que le temple du roi Salomon avait été construit dans le dôme musulman du Rocher à Jérusalem et que l'emplacement de même dimension que l'Arche d'Alliance avait été trouvé dans la roche et que ça indiquait donc l'endroit où l'Arche d'Alliance se trouvait auparavant. Parce que l'idée c'est est-ce qu'une telle arche a existé tout court ? Ensuite quel est contenu des reliques aussi sacrées que celles que la Bible décrit, c'est autre chose, mais la question fondamentale c'est est-ce que l'arche a existé tout court ? Est-ce que l'objet a existé ou est-ce que c'est simplement une légende ? Alors dans l'Ancien Testament, l'arche est mentionnée pour la dernière fois dans le livre des rois qui a été écrit 600 ans avant la naissance du Christ, et puis ensuite on n'en entend plus parler, comme si l'arche s'était dématérialisée, comme si elle avait disparu. Et aujourd'hui encore, des chasseurs de trésors cherchent l'arche, comme Indiana Jones donc dans le premier opus de la série, et ils cherchent des indices dans des textes anciens, ils s'aventurent dans des grottes obscures, etc., ce type d'endroit-là, et certains pensent que l'arche d'Alliance pourrait se trouver dans le réseau de grottes où se trouvaient les manuscrits de la mer Morte. Les manuscrits de la mer Morte, rappelez-vous, ce sont ces manuscrits qui ont été trouvés par des bergers en Israël ou en Jordanie. Et ces manuscrits sont les traces les plus anciennes dont on dispose de l'Ancien Testament, et certains pensent que l'Arche d'Alliance serait cachée dans le même réseau de grottes. Alors d'après les légendes éthiopiennes, l'arche aurait été apportée à Aksum au IVe siècle, et vous allez voir que c'est assez intéressant parce que actuellement, pour certains, selon la tradition éthiopienne, l'Arche d'Alliance serait toujours à Aksum, dans l'église Sainte-Marie de Sion, sous la protection d'un gardien qui est le seul autorisé à la voir. Donc il ne sort quasiment jamais de l'enceinte de l'église, et encore aujourd'hui donc il y a cette légende que chacun peut vérifier finalement, qui dit que l'Arche d'Alliance est conservée dans l'église et que seul le gardien est autorisé à la regarder. Et alors on pourrait se dire, finalement il suffirait de pénétrer dans cette église pour en avoir le cœur net. Manifestement ça n'a pas été fait parce qu'il doit y avoir un respect, parce que ça doit être bien gardé, et on peut se demander si le secret, le mythe n'est pas perpétré pour faire de la publicité finalement à cette ville, pour lui donner une espèce d'aura mythique, parce que bon, s'il disposait d'un tel artefact, d'une telle relique, moi je pense qu'il l'exposerait, et ça deviendrait un pôle touristique absolument international. Et donc là, voilà, il y a le culte du mystère comme ça qui est conservé, et je trouve ça assez intriguant quand même. Donc si vous allez en Égypte et que donc bien évidemment vous vous dirigez vers les pyramides, pensez qu'il n'y a pas que les pyramides là-bas, il y a aussi cette petite église dans la ville d'Aksum qui pourrait cacher donc un secret particulièrement colossal. Alors dans le 3e épisode d'Indiana Jones, qui s'appelle Indiana Jones et la dernière croisade, c'est le Graal qu'Indiana Jones cherche, et donc le Graal avec l'Arche d'Alliance, c'est le 2e objet le plus culte de toute la mythologie biblique, et donc bon, tout le monde sait que le Graal c'est la coupe, c'est considéré comme étant la coupe dans laquelle le Christ a bu d'une part pendant la scène, donc le dernier repas du Christ, et dans laquelle Joseph d'Arimathie, qui n'est pas le père
de Jésus, hein, parce que bon, Joseph, on pourrait penser que, mais non, Joseph d'Arimathie, c'était un apôtre. Et donc, Joseph d'Arimathie a recueilli le sang du Christ dans le Graal. Donc ça c'est la légende qui est très controversée parce que on pense que à l'origine c'était simplement un concept métaphorique, un symbole, et puis ensuite il y a eu de nombreuses interprétations, et en fait on croit que l'origine de la légende du Graal est celtique ou goth, et qu'elle est liée à de nombreux romans de chevalerie, principalement français, qui ont été écrits au XIIe siècle. Alors, parmi les plus célèbres, il y a Perceval, Perceval qui a été écrit par Chrétien de Troyes. Alors on est nombreux à avoir étudié les ouvrages de Chrétien de Troyes à l'école, c'est des classiques. Et donc dans Perceval, on retrouve les motifs très classiques de ce type de littérature-là, avec le héros qui parvient à trouver le Graal, l'héroïne Pucelle qui doit le conserver. Et donc la quête du Graal apparaît plus tard aussi dans la légende d'Arthur. Donc c'est assez drôle de s'apercevoir que la légende du Graal ne naît pas avec la Bible, mais plutôt avec une espèce de littérature chevaleresque du XIIe siècle. Oui. Non, mais j'allais dire en même temps, c'est plutôt logique parce que le Graal a une forte symbolique, donc l'utiliser de façon littéraire, c'est aussi très intéressant. C'est une quête vers l'impossible. Enfin voilà, ça représente des tas de choses qui, au point de vue littéraire, sont super intéressantes à exploiter. Donc qu'on le retrouve comme ça aussi fréquemment dans la littérature, ça me paraît logique. C'est une métaphore quasi idéale pour l'écrivain, le Graal. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque bien évidemment un des plus grands succès de librairie de ces dernières années, vous le savez, c'est le Da Vinci Code, qui repose sur la quête du Graal. Alors, et donc justement, Graal recouvre des sens différents. Alors ça peut vouloir dire un plat, donc un réceptacle. Donc là, ça cadrerait avec l'idée de la coupe dans laquelle le sang du Christ a été recueilli. Mais d'autres ont fait référence à l'ancien français sangrial, qui signifie sang royal, donc Saint Graal, sangrial, sang royal. Et dans le livre intitulé L'énigme sacrée, les auteurs Lee, Bygent et Lincoln déclarent que le Graal, c'est la lignée mérovingienne qu'on peut faire remonter à une union entre Marie-Madeleine et le Christ. Alors si cette histoire vous rappelle quelque chose, c'est normal. Vous l'aurez compris, Dan Brown a totalement plagier la thèse, l'histoire de l'énigme sacrée, qui est un roman qui a été écrit au début des années 80. Donc d'ailleurs il y a eu un procès pour ça, et donc l'histoire du Da Vinci Code, c'est celle-là, hein, ni plus ni moins, hein. C'est cette mais idée, romancée quoi. Voilà, cette idée selon laquelle le Graal en réalité c'est la descendance de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine. Alors le Graal, la coupe, avait des pouvoirs dans la légende, dans la littérature, celui de guérir toutes les maladies, les blessures mortelles, et également le pouvoir de procurer la jeunesse éternelle. Et d'ailleurs, dans le 3e épisode de la série des Indiana Jones, dans la dernière croisade, à la fin du film, Indiana Jones s'empare de la coupe du charpentier, une coupe en bois, et il en boit le contenu, et donc on pourrait se dire légitimement à l'issue de cet épisode-là que Indiana Jones est officiellement immortel. Donc est-ce qu'ils vont utiliser ce trait de scénario J'y avais pas pensé. Eh oui, est-ce qu'ils vont utiliser ce trait de scénario dans l'épisode à venir? Est-ce qu'ils vont totalement l'occulter? Honnêtement, ça m'étonnerait qu'ils y fassent pas au moins référence. Alors peut-être qu'ils vont jouer sur le fait que ça parle de jeunesse éternelle et non pas de vie éternelle. Peut-être que ça veut dire qu'il sera jeune jusqu'à sa mort. En tout cas, voilà, ça serait quand même assez bizarre qu'ils fassent totalement l'impasse sur ce point scénaristique qui me semble assez important quand même. Alors, dans la légende, seuls les purs pouvaient s'approcher de la coupe, les autres la voyaient disparaître dès qu'ils l'approchaient. Et donc, encore une fois, là où la légende rejoint la fiction, c'est qu'aujourd'hui, des chercheurs, des centaines de chercheurs de par le monde sont encore en pleine quête du Graal. Et dans les romans médiévaux, donc, le Graal était supposé avoir été amené au château de Glastonbury, en Grande-Bretagne, par Joseph d'Arimathie et ses compagnons. Alors je tiens à rappeler que l'Arimathie, c'était en Israël, donc on peut se demander ce qu'il aurait pu faire en Grande-Bretagne, le Joseph, parce que ça faisait quand même une sacrée trotte à pied. Et donc là, c'est drôle, puisqu'on voit à quel point les auteurs de l'époque se sont directement appropriés cette légende en la localisant chez eux, c'est plus pratique. Et donc, une légende locale, là-bas à Glastonbury, soutient que le Graal est enterré quelque part sous la colline de Glastonbury Tor, dans un labyrinthe de galeries souterraines depuis longtemps oublié. Alors, dans Indiana Jones et la dernière croisade, le Graal est localisé à Petra, en Jordanie. Petra, c'est cette cité troglodytique creusée dans la roche. On a tous en tête l'image de ce temple creusé dans la roche rouge.
terrible, magnifique. Et donc en 1940, il faut savoir que sur les ordres de Himmler, le capitaine Gunther Alken et une vingtaine de soldats nazis ont cherché le Graal au château de Montségur, qui est un bastion cathare, parce que les cathares aussi sont liés à l'histoire du Graal, et c'est d'ailleurs un thème qui ressort dans l'histoire de Rennes-le-Château, dont on a abondamment parlé ici. Et Thomas, je voulais juste que tu nous rappelles en quelques mots l'histoire de la lance de Longinus, puisque donc les nazis étaient réellement, véritablement intéressés par l'occulte, et donc c'est un thème qu'on retrouve d'ailleurs régulièrement dans les Indiana Jones, les nazis qui sont toujours à la recherche de pièces comme ça sacrées, mystiques, et donc est-ce que tu peux nous rappeler justement ce qu'était que cette lance de Longinus? La lance de Longinus, c'est censé être la lance qui, en gros, a donné la mort à Jésus, donc qui l'a transpercé, qui lui aurait transpercé le flanc, et qui aurait été le coup fatal. Alors autour de cette lance, évidemment plusieurs théories en fonction de la façon dont on veut interpréter les choses. Donc pour certains, effectivement, c'est juste une lance qui aurait tué Jésus. Pour d'autres, le fait de tuer Jésus, surtout que ça aurait sans doute été fait par amour pour Jésus, pour éviter qu'il souffre trop longtemps, c'était pour l'achever, éviter qu'il souffre. Donc c'était plutôt un acte d'amour qu'un acte de haine, en tout cas pour certains. Et donc cette lance aurait été dotée de pouvoir du fait qu'elle aurait transpercé le flanc de Jésus. Et effectivement, les possesseurs de cette lance, souvent des chefs militaires, et ça s'est vérifié au cours de l'histoire, puisque de nombreux chefs militaires se sont volés, ou en tout cas interchangé cette lance. On l'a retrouvée entre les mains de grands chefs de guerre, que ça soit dans la Gaule ou dans la Rome, et voire plus récemment, évidemment, avec Hitler qui avait retrouvé cette fameuse relique, donnait un pouvoir quasiment surnaturel au moment du combat, et permettait d'abattre des tonnes d'ennemis sans craindre quoi que ce soit. Alors ce qui est intéressant dans le cas de cette lance sacrée par rapport à d'autres objets mythiques de la mythologie biblique, c'est qu'on l'a retrouvée. Oui, on l'a retrouvée, mais il y en a plusieurs exemplaires, il faut le préciser. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu comme la croix, la vraie croix du Christ, qui existe en plusieurs exemplaires à travers le monde. Il y a beaucoup d'églises qui prétendent avoir des fragments de la vraie croix, etc. Et d'ailleurs, il y en a certains qui s'en amusent en disant qu'il y a suffisamment de croix finalement pour construire une péniche. Enfin, il y en a beaucoup qui s'approprient comme ça des reliques. Et pour le cas de la lance de Longinus, c'est le cas aussi. Par contre, donc pour le cas du Graal, il n'y a pas de faux revendiqués. C'est ça qui est intéressant. Et en 1962, Trevor Ravencroft, qui est célèbre pour sa quête incessante du Graal, déclara que le Graal se trouvait dans le pilier de l'apprenti à l'intérieur de la chapelle de Rosslyn, dans le Midlothian en Écosse. Donc c'est encore une fois en Grande-Bretagne. Et au Royaume-Uni, et c'est désormais un lieu de pèlerinage pour les chercheurs du Graal. Et on trouve de nombreuses références au Graal dans les œuvres en pierre et les vitraux, donc de cette église. Et des détecteurs de métaux, il faut le savoir, ont été utilisés pour sonder le pilier, et ils ont révélé que quelque chose se trouvait à l'intérieur, mais Lord Rosslyn, qui est le maître des lieux, refuse de passer le pilier au rayon X. Donc pour l'instant le mystère plane. En tout cas, j'espère que ces quelques histoires vous auront peut-être donné envie de vous lancer sur la piste des trésors d'Indiana Jones. Pour le moment, on va marquer une pause, et juste après, Thomas nous parlera de cette histoire absolument hallucinante et réelle, donc celle des crânes de cristal. Restez sur Rage. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Toujours dans Exocet, ce soir, on parle des trésors d'Indiana Jones, puisque donc, vous le savez, cette année marque le retour de l'aventurier sur les écrans, et le thème de ce 4e opus d'Indiana Jones, ce sont les crânes de cristal, et cette histoire, c'est Thomas qui va vous la raconter, une histoire absolument hallucinante. Alors une histoire que je vais vous exposer d'abord en 2 parties, puisque on va aborder le côté ésotérique, je dirais le côté vraiment sympa de cette histoire qui nous fait poser des tas de questions, et puis ensuite évidemment on abordera aussi peut-être des choses un petit peu plus concrètes, même si je trouve que les réponses apportées ne sont pas forcément très concluantes. En tout cas, les histoires de ces crânes de cristal débutent en 1924, avant on n'entend absolument pas parler de ces crânes-là, alors qu'ils ont pourtant marqué l'histoire, et vous le verrez par la suite, quand Anna Le Guillon Mitchell Edge, à 17 ans, découvre avec son père adoptif, dans un temple maya, un crâne en cristal de roche. Donc
son père, qui était quand même plutôt un érudit, un explorateur anglais relativement connu, est tout de suite intrigué et se met à analyser ce crâne rapidement. Alors, en dehors de l'absence de structure crânienne à proprement parler, donc l'intérieur du crâne, je dirais, c'est une reproduction quasi parfaite d'un crâne humain féminin, une reproduction comme on pourrait les voir aujourd'hui, tellement elle est empreinte de réalisme. Alors, le crâne a été pesé, il pèse 5 kg, il est composé de 2 morceaux, une mâchoire inférieure qui est en fait amovible et s'ajuste parfaitement à la partie supérieure, un peu comme les reproductions modernes de crânes qu'on peut trouver en plastique pour les étudiants. Ce qui est réellement intéressant autour de ce crâne, ce sont les propriétés optiques supposées, et je dis supposées puisque certains les remettent en cause. En tout cas, ces dernières ont été analysées, et on s'est aperçu que, éclairé par dessous, de la lumière jaillit des orbites. Donc déjà, il y a un travail de prisme à l'intérieur du crâne assez intéressant. Et on s'est aperçu également que si le soleil frappe par l'arrière ce fameux crâne, des faisceaux lumineux intenses, tellement intenses qu'ils sont susceptibles de mettre le feu, carrément, jaillissent des orbites du nez et de la bouche. Donc là, évidemment, plusieurs interrogations. Ces deux propriétés, alors déjà en termes de capacité à sculpter l'intérieur du crâne, ça nécessite une technique absolument dingue pour créer les prismes à l'intérieur du crâne qui permettraient à la lumière de se refléter de cette façon-là. Et puis alors le faire en plus à travers deux voies de communication de la lumière, c'est carrément impossible, puisque là il faut des tonnes de paramètres, et normalement limite un ordinateur pour calculer toutes ces propriétés. Alors évidemment, certaines de l'authenticité du crâne, Anna, la petite fille qui a découvert le crâne, accepte, et à mon avis on ne lui a pas trop posé la question, accepte de confier le crâne à une équipe de scientifiques spécialisés en cristallographie, des spécialistes qui travaillent en partie pour Edwell Packard et qui vont utiliser justement leur supercalculateur et leur machine pour essayer de tirer le maximum d'informations de ces crânes. Alors ils vont quand même faire 6 mois de tests, et 6 mois de tests qui vont amener à des conclusions assez étonnantes. Alors d'abord, le crâne est constitué d'un quartz naturel extrêmement pur, quasiment du jamais vu. On a l'impression qu'il a même été créé et qu'il n'est pas franchement naturel. Comme je le précisais tout à l'heure, il est fait de 2 morceaux qui sont taillés dans le même bloc de cristal de roche. Et il n'y a aucune trace d'instrument ni de marque microscopique quelconque à la surface de ce crâne. Ce qui veut dire que, logiquement, il n'aurait pas du tout été travaillé par la main de l'homme, ni même poli. Et puis, on pourrait supposer un usinage, un moule pour créer ce crâne. Après les recherches effectuées dessus, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune trace justement d'usinage, et que donc, apparemment, ce crâne n'aurait pas été fabriqué de par un moule, donc ni fait à la main, ni dans un moule. C'est un crâne qui se serait formé comme ça tout seul, soit naturellement, soit avec une technologie que nous ne maîtrisons pas encore. Alors évidemment, on est face à un problème avec ces crânes, en tout cas pour ceux qui défendent leur côté ésotérique, c'est qu'il serait impossible de le dater, évidemment, puisque le cristal ne vieillit pas. Donc on n'a aucun moyen de savoir s'il aurait été fabriqué dans une période récente, s'il a été fabriqué même avant les Mayas, on ne sait vraiment pas d'où il sort au niveau de l'histoire. Alors on a quand même essayé de faire des calculs un petit peu mathématiques pour savoir combien de temps il aurait fallu pour travailler ce crâne-là. Alors on s'est aperçu qu'avec une technologie moderne, des outils d'aujourd'hui, il aurait fallu 1 an de travail rien que pour donner l'aspect extérieur de ce crâne, et là on parle même pas du jeu de prisme qui est à l'intérieur qui permet de ces jeux de réflexion de lumière. Donc rien que pour avoir cet aspect lissé extérieur, 1 an de travail, et en plus cette année de travail n'aurait pas suffi à effacer les traces d'usinage, donc par la suite on se serait aperçu que l'objet avait été créé par un moule ou par d'autres moyens techniques. Voilà, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que le crâne n'est pas polygonal, il est parfaitement lisse. Parfaitement lisse. Et c'est ça qui est assez impressionnant, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des angles durs, mais non, il est parfaitement rond, comme un véritable crâne. Comme un galet qu'on aurait mis dans l'eau pendant suffisamment longtemps, sauf que là, effectivement, même la forme du crâne elle-même est encore plus lisse qu'un galet, c'est vraiment un polissage extrême. Et donc justement, ce polissage extrême, on s'est demandé combien de temps il aurait fallu pour le faire à la main, si on part de l'hypothèse effectivement que c'est les Mayas qui l'auraient fait. Et là, certains se sont amusés à calculer, on arriverait à des choses comme 200 à 300 années de travail continu, donc 24 heures sur 24, pour arriver à cette perfection dans le lissage. Donc autant dire que c'est quasiment impossible que ça ait été fait manuellement, ou en tout cas ça a été fait avec des outils qu'on ne connaît pas. Alors, le chercheur de cette équipe d'Edwell Packard aurait déclaré donc après cette étude que pour lui de toute façon ce crâne n'a pas d'explication logique, qu'il ne devrait même pas exister en fait au bout du compte. Alors de par le monde il y existe d'autres crânes de cristal
dont la découverte ou l'acquisition n'ont jamais vraiment été clairement établies. Tout à l'heure, on parlait des faux qu'il y avait pour la lance de Longinus. Là, on rejoint aussi un petit peu cette idée-là, puisqu'apparemment certains se seraient amusés soit à créer des faux, soit à jamais vraiment divulguer où ils ont trouvé leur crâne. Mais dans toutes ces découvertes, parce qu'il y en a eu beaucoup de crânes découverts, certains restent quand même très mystérieux, et notamment celui de Nick Nocerino, qui était le propriétaire d'un des crânes que lui-même a baptisé Shah Nana, qu'il avait trouvé, lui, dans un temple maya, en se promenant. Alors ce personnage a quand même créé un institut de recherche parapsychologique pour essayer d'étudier les propriétés psy de ces crânes, donc c'est quand même quelqu'un qui est relativement porté sur l'ésotérisme. Il y a un autre crâne qui appartient à Joanne Parks, qui est elle détentrice d'un crâne qui s'appelle Max. Et puis il y a Norma Redo, qui elle est propriétaire d'un crâne qui s'appelle le crâne à la croix reliquaire, parce qu'une croix de Jésus est implantée en fait à l'intérieur du crâne. Et on peut le voir par transparence. Alors ces 3 personnes ont toutes les 3 accepté de prêter leur crâne au British Museum afin que le British Museum fasse plus d'expertise. Et donc 5 crânes ont été étudiés en tout, les 3 que j'ai précédemment cités, celui que le British Museum avait en sa possession et celui que le Smithsonian Institute avait également en sa possession. Alors, le crâne du British Museum et celui du Smithsonian Institute présentaient tous les deux des traces d'usinage avérées. Donc là, on est clairement tombé sur des faux. Restaient 3 crânes réellement authentiques. Donc celui découvert à l'origine, c'est lui à l'origine de toute cette affaire. Et puis les crânes des autres personnes qui, elles, déclarent être de réelle bonne foi. Alors, la crâne aux croix reliquaires, lui aussi a également été retouché, mais on sait que ça a été retouché par les Espagnols qui en fait se sont emparés d'un de ces crânes, donc ils avaient découvert les crânes bien avant qu'on commence réellement à en parler, et qui avaient fait un trou, brisant d'ailleurs toutes les propriétés prismatiques de ce crâne, avaient fait un trou pour justement y introduire cette croix de Jésus et faire de ce crâne de cristal quasi parfait, voire parfait, une véritable relique chrétienne, et lui enlever tout son côté ésotérique et païen. Et puis les 2 autres crânes, ceux qui restent, Max et Shah Nana, eh bien ces 2 crânes, il n'y a jamais eu aucun commentaire de fait sur le British Museum. Alors ce qui est encore plus étonnant dans cette affaire, et ça sera la fin de cette première partie, c'est que les autorités du British Museum ont toujours refusé de livrer leurs conclusions, mais ils ont également toujours refusé de dire pourquoi. Et c'est vrai que c'est là que ça soulève un petit peu la question, parce que s'ils ont découvert quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas ? Et s'ils n'ont rien découvert, pourquoi est-ce qu'ils refusent de livrer ces conclusions, ou même de justifier les raisons qui les motivent ? Et puis il y a aussi toute une légende maya qui entoure ces crânes, une légende maya qui raconte qu'il y aurait en tout 13 crânes qui auraient été répartis partout sur la planète, et que ces crânes recèlent en eux le secret de la vie, et que quand on réunira ces 13 crânes, eh bien ce secret sera révélé à l'humanité. Et puis, cette même légende raconte que ces crânes auraient été donnés aux Mayas par les Atlantes, en main propre, les Atlantes qui auraient donné ces crânes aux Mayas en leur indiquant que c'était des initiateurs venus du ciel qui leur avaient apporté. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Ocean Size à l'instant sur Rage. Exocet ce soir est placé sous le signe du chapeau mou et du fouet, puisqu'on parle des différents trésors qu'Indiana Jones a cherchés au fil de sa carrière à l'occasion de la sortie du dernier opus au mois de mai 2008 d'Indiana Jones. Et Thomas nous parle donc de l'histoire qui sera traitée dans ce film, celle des crânes de cristal, une des énigmes les plus étonnantes de notre époque. Oui, effectivement. Et même s'il y a une grande part de mystère derrière ces crânes, eh bien, une part de réalité aussi s'inscrit. En tout cas, plusieurs éléments sont troublants. Alors, on parlait tout à l'heure de la petite fille qui aurait découvert ces crânes par hasard en faisant des fouilles archéologiques avec son père, enfin plutôt son père adoptif. Il faut savoir que, en tout cas, d'après la légende des réalistes, en tout cas,
le jour où elle aurait découvert ce crâne, ça aurait été le jour de son anniversaire, et donc certains n'excluent pas que son père, qui était aussi connu pour être un explorateur un petit peu farfelu, se soit amusé en fait à cacher une pseudo-relique dans les mines et dans les ruines pour que sa petite fille tombe en fait dessus et puis soit ravie d'avoir un cadeau comme ça surprise, et que donc en fait ce crâne aurait été fabriqué de toutes pièces. Alors ça c'est pour le premier crâne, évidemment on n'a aucun moyen de vérifier si cette information est vraie ou pas. En tout cas ce chercheur, cet explorateur et sa fille ont toujours soutenu eux l'hypothèse que c'était réellement un crâne authentique qu'ils avaient trouvé, ou en tout cas que c'était pas eux qui l'avaient apporté là, et qu'il n'était absolument en rien derrière une espèce de stratagème mystificateur. Mais de toute manière, d'après ce que nous disent les experts, ce crâne-là serait quasiment impossible à reproduire avec les technologies actuelles. Donc, Exactement. même si c'était un faux, ça serait déjà un tour de force. Exactement. Mais ce qui discrédite quand même l'ensemble des crânes, c'est que beaucoup, comme je disais tout à l'heure, ont été des faux, et notamment par exemple au 19e siècle, un Allemand s'est amusé avec du cristal de Brésil à en produire quasiment de façon industrielle, parce qu'il y avait une mode autour de ça, et c'est vrai que ces crânes-là ont inondé le marché, quitte souvent à se faire passer pour des crânes authentiques, puisque des ventes aux enchères ont eu lieu où ces crânes se sont vendus des centaines de milliers de dollars, alors que c'était purement et simplement une invention du 19e siècle, très facile à prouver puisque les traces d'usinage étaient présentes, etc. On pense même peut-être que le crâne espagnol aurait été fabriqué par les Espagnols. Alors toujours pareil, là, pour le crâne espagnol, reste cette problématique de avec quels outils et quelles technologies ils auraient pu réussir à faire ça, puisque, en tout cas, pour les 3 crânes authentiques qu'il reste, c'est réellement ça qui fait le poids et la force du mystère, c'est qu'on ne peut pas expliquer aujourd'hui comment ces 3 derniers crânes auraient été fabriqués. Et puis évidemment, en ce qui concerne les propriétés optiques, ces propriétés optiques ont été constatées par de nombreux témoins qui eux affirment effectivement y avoir assisté, et puis par ce fameux laboratoire Edwell Packard, qui lui de son côté avoue effectivement avoir prêté ses machines, mais avoir confié ses machines à un de ses salariés, certes un ingénieur, mais qui aurait mené tout seul de front et par conviction des études sur ces crânes, et donc n'aurait pas réellement forcément été objectif dans ses conclusions, en tout cas c'est ce que certains disent, même si évidemment le nombre de personnes témoignant de ces propriétés est énorme. Et puis il y a toujours ce mystère, pourquoi est-ce que le British Museum refuse de divulguer les informations, puisqu'on sait qu'ils ont pu étudier ces crânes de façon très attentive, qu'ils y ont consacré du temps. On a certaines traces d'archives, on a le début de toutes les expérimentations, et puis d'un coup, plus rien, plus aucune trace. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, certains évidemment sont plutôt sceptiques quant à cette affaire-là, sont convaincus qu'il y a eu un véritable effet de mode, donc des trouvailles, des choses qui ont été faites pour pouvoir les concevoir, que toutes n'ont pas les propriétés optiques, ça c'est certain, puisque ces propriétés optiques seraient propres à seulement 3 crânes que l'on ne peut pas voir. Les autres, les faux, n'ont pas du tout ces propriétés, ils s'éclairent tout simplement. Et puis il y a aussi les différences de cristal qui, pour les sceptiques, remet aussi en cause pas mal cette histoire de crâne, parce que pour eux, si jamais ces crânes avaient été apportés ou fabriqués dans un cristal spécial ou utilisés avec une technologie étrange, la roche devrait provenir toute de la même mine. Or, les cristaux varient d'un crâne à l'autre, certains crânes sont parfaitement translucides, en tout cas pour les plus réputés, d'autres restent troubles, fumeux, voire complètement opaques. Donc plusieurs sources de mines, et évidemment les sceptiques sautent sur cette affaire-là pour discréditer l'ensemble du mystère. Alors, tu parlais des 3 crânes qui ont des propriétés optiques, donc ces 3 crânes-là sont conservés par les chercheurs, c'est bien ça ? Sont conservés au British Museum à l'heure actuelle, qui refuse pour l'instant de les rendre réellement publics. Et ça c'est fou quoi. On a eu un crâne authentique exposé, il est même exposé régulièrement, mais il n'est jamais exposé de telle sorte à ce qu'effectivement on puisse vérifier que ce soit les propriétés optiques ou tous les autres mystères qui l'entourent. Il est posé en tant que relique, souvent même de façon un peu marginale, parce que considéré comme une sous-œuvre. On a un des crânes par exemple au Quai Branly qui est présenté comme une relique antique, une curiosité, mais à laquelle on n'apporte pas beaucoup de crédit, et puis surtout pour lequel on ne donne pas les moyens de vérifier réellement les propriétés optiques, ou en tout cas on ne laisse pas le visiteur les vérifier. Mais alors, c'est vrai qu'on peut quand même se poser des questions. S'il n'y avait rien caché du tout, on imagine que le laboratoire qui étudie ces 3 crânes en aurait parlé,
pourquoi est-ce qu'ils cachent les résultats? Parce qu'en fait, c'est bien les résultats qu'ils cachent. Ils ont fait des analyses et ils cachent les résultats. Alors, pourquoi, à part pour continuer à perpétuer la paranoïa et le fantasme, pourquoi cacher les résultats? C'est vraiment, vraiment très mystérieux quand même. Ça, c'est très mystérieux. Et puis, il y a aussi la désolidarisation de Packard Bell, d'Edwell Packard, je vais y arriver, d'Edwell Packard vis-à-vis de son chercheur qui, quand même, était ingénieur chez eux, a produit des documents qui, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de rigueur, sont indiscutables. On sait que le laboratoire a soutenu cette action-là, et pourtant, au moment de la remise des résultats et des déclarations de cet ingénieur, eh bien, Edwell Packard dit oui, effectivement, on a prêté les machines, mais à la rigueur, on n'était même pas au courant de ce qu'il faisait ça en dehors de ses heures de travail, ce qu'on sait absolument ne pas être le cas. Donc c'est vrai que apparemment, des gens ont vu des choses dans ces crânes, ou en tout cas ont pensé voir des choses qui ont effrayé. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que forcément cette histoire suscite tous les fantasmes, et je me souviens d'un reportage dans lequel une intervenante expliquait que peut-être ces crânes seraient encodés. Il y aurait comme des données encodées à l'intérieur et que les lasers permettraient de lire les données encodées à l'intérieur de ces crânes et que c'est ces fameuses données, voilà, et que c'est ces fameuses données-là qui seraient la connaissance cachée que les Mayas évoquent dans leur légende. Et c'est encore un des thèmes qui est vraiment propice là aussi au fantasme, à l'imagination. De toute façon, les propriétés et les vertus attribuées à ces crânes sont nombreuses, puisque certains pensent qu'ils ont le pouvoir de guérir, de redonner la vie, d'insuffler la vie au travers justement de ce jeu de prismes et de lumière. Et puis, alors certains aussi vont carrément sur des théories, là, pour le coup, loufoques. Certains disent que c'était juste des briquets préhistorique entre guillemets, enfin rustique en tout cas, puisque ce jeu de prisme permettrait tout simplement d'allumer des feux, puisque c'est vrai qu'ils ont cette capacité quand même de concentrer très fortement la lumière, mais enfin ça serait donner quand même des moyens assez colossaux pour juste allumer un feu. Merci Thomas pour cette histoire des crânes de cristal, et donc pour voir cette histoire romancée portée à l'écran, ça sera au mois de mai si tout se passe bien, dans Indiana Jones et le royaume des crânes de cristal. On va marquer une pause musicale et juste après le meilleur des infos insolites de la semaine. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite. Vous écoutez Exocet et on passe aux infos insolites, le meilleur de ce qui s'est passé d'étrange dans le monde. Alors on va démarrer avec un homme qui a sidéré sa famille et ses proches. Ça se passe aux États-Unis. Il aura envoyé une carte de Noël. Le truc, c'est qu'il était mort depuis 2 mois. Alors, il a envoyé 34 cartes postales écrites de sa main, signées. Et cet homme s'appelle Chet Fitch, il est mort au mois d'octobre, il avait 88 ans. Et l'adresse de retour pour renvoyer la lettre, c'était le paradis. Donc voilà, c'est assez poétique, vous allez voir que l'histoire est assez jolie. Donc ce monsieur Fitch, qui vivait dans l'Oregon, avait écrit sur ses cartes que Dieu lui avait permis un extra exceptionnel qu'il pouvait écrire à ses amis pour Noël. Donc c'est la BBC qui nous rapporte cette histoire. Et c'est sa coiffeuse, Patty Dean, âgée de 57 ans, qui en fait était dans la combine, puisque donc Monsieur Fitch lui avait expliqué son idée dès 1987. Il avait dit qu'il voulait jouer un dernier tour à ses proches après sa mort. Et donc il avait confié ses lettres à Patty Dean, qui était donc sa coiffeuse et son donc amie. c'était préparé depuis 10 ans en fait. C'était préparé depuis un moment. Et d'ailleurs, sur la carte, on pouvait voir la femme de Monsieur Fitch qui était morte en 95, donc c'était préparé depuis longtemps. Et donc ce qu'il a écrit sur les cartes, entre autres, c'est que
Dieu donc avait été cool avec lui et que certains des proches qui liraient la carte le rejoindraient peut-être plus vite que ce qu'ils pouvaient l'imaginer, mais qu'ils s'inquiètent pas, que c'est très cool là-haut, etc. Et donc c'est quand même une belle preuve d'autodérision puis de fantaisie d'une manière générale de vouloir faire une blague par-delà la mort, parce que bon, il savait très bien qu'il profiterait pas de l'effet que ça allait faire sur ses proches. Et donc sa fille a témoigné, elle n'était pas du tout choquée par cette histoire, elle a dit au contraire, c'est tout à fait lui, c'était drôle, c'était touchant, donc c'était à l'image de ce qu'il a été pendant sa vie. Donc voilà, c'est quand même une jolie histoire. On continue avec l'histoire d'un couple, George et Leslie Brock, qui mangeaient des coquillages. Donc un plat de coquillages, quand ils ont fait une jolie découverte, ça s'est passé en Floride, à Lake Worth. Alors le repas en était à peu près au milieu quand Monsieur Brock a mordu dans quelque chose de dur. Et donc, lui et sa femme ont été sidérés de s'apercevoir que dans un des coquillages qu'ils avaient commandé, il y avait une perle violette. Et les experts ont estimé que cette perle valait plusieurs milliers de livres, donc évidemment c'est rarissime. C'est rarissime déjà d'une part de trouver une perle dans un plat de coquillage, ça n'arrive pas. Et en plus là pour le coup c'était une perle particulièrement rare, donc une perle pourpre. Donc c'est bien évidemment le jackpot pour ce couple-là qui je pense a dû s'offrir une deuxième tournée avec l'argent du caillou, parce que ça fait quand même plaisir. On continue avec un expert en arts martiaux qui a décidé d'apprendre aux personnes âgées une nouvelle forme d'art martial à base de cannes, voilà, tout simplement. Cet homme s'appelle Kevin Garwood, il a 58 ans, et donc ce qu'il voulait en fait, plutôt que de faire des ninjas à cheveux blancs comme lui-même le dit, c'était de leur donner confiance en eux. Donc il a appris à ces gens à se servir de leur canne, la canne dont ils se servent pour marcher, pour se défendre, donc comme d'un bâton. Et manifestement, les leçons sont efficaces, puisque une vieille dame a réussi à faire fuir 2 agresseurs qui l'avaient saisi et qui essayaient de lui arracher son sac avec sa canne. Et cette vieille dame est ensuite allée au commissariat de police, parce qu'elle s'inquiétait, elle voulait savoir si elle n'avait pas blessé un des garçons, donc c'est quand même cool de sa part. Et c'est une initiative assez originale, n'empêche. À quand les arts martiaux à coups de déambulateur, ça peut faire très mal à mon avis, si c'est bien manipulé. Et enfin une histoire qui s'est déroulée dans une chaîne d'hôtels, plusieurs histoires en fait. La chaîne c'est Travelodge, une chaîne d'hôtels anglaise. Et donc cette chaîne a présenté quelques-uns des objets oubliés les plus étonnants pour l'année 2007. Alors ils ont notamment trouvé parmi les objets oubliés une urne funéraire pleine de cendres, un œil de verre, un chat apprivoisé donc, et même un petit garçon qui avait été oublié. Donc là pour le coup rassurez-vous, les parents sont revenus le chercher. Alors parmi les objets bizarres que cette chaîne d'hôtel a pu récupérer, on trouve notamment une valise pleine de diamants et de pierres précieuses, donc probablement une valise de bijoutier ou de mafiosi, ça on sait pas trop. Ils ont également trouvé un collier en or d'une valeur de 16 000 €, ainsi que les clés d'une Bentley. Et puis il y a d'autres objets plus insolites que ça. Par exemple, ils ont trouvé un hélicoptère téléguidé, ainsi qu'un petit talisman en forme de Bouddha, dont le propriétaire est venu rechercher de Dubaï. Il a fait le voyage depuis Dubaï jusqu'en Angleterre parce que donc depuis qu'il avait perdu son petit gris-gris, selon son propre aveu, donc il subissait le mauvais sort, la malchance s'effondrait sur lui. Donc du coup il est retourné chercher son petit Bouddha. Et on a également trouvé dans ces hôtels des fausses dents, des membres artificiels et des sextoys. Comment tu peux perdre un membre ? On peut vraiment se poser la question. Des membres artificiels type jambes artificielles, etc. Et des sextoys. Donc la prochaine fois que vous allez à l'hôtel, vérifiez bien que vous avez sur vous votre valise de diamants et votre sextoy, parce que ça peut faire mauvais genre quand même. On marque une première pause dans cette salve d'insolites. Restez avec nous juste après, encore plus d'histoires hallucinantes. Exocet, le magazine de l'étrange et de l'insolite.
Toujours dans Exo 7, suite et fin de l'émission, suite et fin des infos insolites, donc ce qui s'est passé de plus fou à la surface de la planète durant cette semaine. On continue avec une histoire qui s'est passée dans l'Oklahoma à Ardmore, un combat de nourriture, un food fight comme on dit là-bas, donc qui s'est mal terminé, un food fight qui s'est terminé par l'arrestation d'un homme qui aurait poignardé, selon la police, un autre homme avec une côtelette de porc dans le cou. Alors donc la police a reçu un appel. C'est horrible. Ah oui, ça fait mal. Alors la police a reçu un appel les prévenant d'une bagarre à l'extérieur d'un commerce. Ils sont arrivés et là ils ont trouvé la victime couverte de sang avec une blessure assez profonde dans le cou. Et puis là, quelques pâtés de maison plus loin, la police a arrêté un homme de 38 ans, Tony Willis. Donc Willis avait du sang sur ses habits et une fouille rapide a permis de trouver l'arme du crime, en l'occurrence une côtelette de porc. Donc c'est homicide par côtelette de porc. Une côtelette de porc congelée, j'imagine, qui a été utilisée dans l'attaque et qui a permis donc non, mais ça doit être l'os, tu vois, ça doit être l'os qu'il a dû planter. Percer un trou dans le cou avec une côtelette, il faut y aller comme un malade. Donc la police n'a pas diffusé le nom de la victime, qui a été soignée à l'hôpital et relâchée. On continue à Indianapolis avec une histoire qui finit pas mal pour une fois dans ce type d'histoire là. C'est celle d'un client d'une épicerie, d'un supermarché de quartier qui était dans la queue, dans la file d'attente. Voilà, il s'appelle Charlie Merrill, il a 51 ans. Donc il faisait la queue dans ce supermarché Bucks à Indianapolis. Et puis là, tout à coup, il voit un homme masqué sauter par-dessus le comptoir et dégainer une arme. Donc il menace le caissier de son arme et il demande évidemment l'argent de la caisse. Et là, Charlie Merrill sort son propre flingue, il pointe l'arme sur le voleur et il lui ordonne de jeter son arme, comme Jack Bauer. Donc il est quand même assez gonflé. Et après un petit moment, donc le suspect a effectivement lâché son arme, il a laissé l'argent sur le comptoir, il a enlevé son masque et il s'est couché par terre. Donc il a obéi à toutes les injonctions. L'autorité, Il a obéi à toutes les injonctions de Charlie Merrill et donc ce dernier l'a tenu en joue jusqu'à ce que la police arrive. La police a ensuite arrêté le suspect. Et la police a précisé d'ailleurs que l'arme du suspect n'était pas chargée. Par contre, celle de Merrill était chargée, donc ça aurait pu faire mal. Et bien évidemment, il avait un permis de port d'armes en règle. D'où peut-être quand même que le fait le mec qui fait le braquage se pose la question. Parce que lui, il sait qu'il a pas de balle, il se dit si l'autre en face il en a, je suis mal. C'est ça. Et donc bon, ça pourrait presque permettre de justifier finalement le port d'armes aux États-Unis, qui permet aux consommateurs de se défendre tout seul. Malheureusement, il y a plus souvent des massacres de masse que des gestes héroïques comme celui-là. Donc je pense que ça reste une mauvaise idée quand même de laisser circuler comme ça librement les armes. Je ne peux que t'approuver. On continue avec une expédition scientifique qui s'est déroulée au pôle Sud, avec des chercheurs qui ont trouvé une relique très étonnante. Alors ils se rendaient au pôle Sud d'inaccessibilité. Est-ce que tu sais ce que c'est, Thomas ? Ça doit être le pôle Sud que l'on ne peut pas atteindre. C'est un peu ça. Le pôle Sud d'inaccessibilité, c'est le point de l'Antarctique le plus éloigné de toute côte. C'est un des milieux les plus inhospitaliers de la Terre. Ah oui, d'accord, parce que c'est pas forcément le vrai pôle Sud, en fait. C'est ça que tu veux dire. C'est pas le vrai pôle Sud, voilà, c'est simplement l'endroit le plus éloigné des côtes. Et là, au milieu de nulle part, les chercheurs sont tombés sur... Je te sens curieux, tu veux savoir ce que c'est, tu vas être surpris, Thomas. Ils sont tombés sur un énorme buste de Lénine. De quoi Ah, tu t'y attendais pas, celle-là. Ah non, celle-là, non. Mais eux non plus, laisse-moi te dire qu'ils s'y attendaient pas non plus. C'est clair. Alors, donc, le pôle Sud d'inaccessibilité, en plus, ce soir, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez appris un mot. Ah, mais je vais le placer ce soir. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un des endroits les plus hostiles de la Terre, et il fut atteint pour la première fois, et sans GPS, s'il vous plaît, en 1958, par une expédition russe qui construisit une station sous la glace. Et la station fut abandonnée par la suite, parce que bon, il n'y a pas grand chose à faire au beau milieu de l'Antarctique, et ces aventuriers russes ont laissé un énorme buste de Lénine sur place. Donc le mec il se déplaçait avec un buste de Lénine. Oui,
Ah bah, C'est ça le je truc. comprends. Donc, Jamais comme- sans mon buste. Voilà, mais c'est ça, hein, comme pour porter la bonne parole communiste Au pingouin, enfin, au jusqu'au manchot, en l'occurrence. jusqu'au pôle sud. Donc de la même manière que les Américains ont planté un drapeau sur la Lune, eux ils se sont dit on va mettre le buste de Lénine dans l'endroit le moins visité du monde. Et d'après les scientifiques, il est visible de plusieurs kilomètres, hein, c'est vous dire la taille du truc. Alors par contre, le petit détail amusant, c'est que ce buste, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas ni en marbre ni en pierre, il est en plastique. Voilà. Ça, c'est. C'était sûrement plus pratique à transporter. Ouais, plus léger, c'est clair. On va terminer sur une histoire de miracle, un miracle de Noël, un vrai de vrai, mesdames et messieurs. Les médecins disent n'avoir jamais vu ça, moins d'un mois après une chute terrible, hein, une chute d'un gratte-ciel de Manhattan, un laveur de carreaux a survécu à sa chute, donc de 46 étages. Ouais, parce que j'allais dire, tu peux tomber d'un gratte-ciel et t'es au premier. Hein. Ah oui, non, lui il est tombé quand même 46, il est ok. tombé de 150 mètres, mais en plus d'avoir survécu, il parle à sa famille, donc il parle, et en plus de ça, il pourra remarcher. Alors cet homme s'appelle Alcides Moreno, il a 37 ans, il a perdu son frère, hein, donc c'était... En fait, c'est un accident d'échafaudage, l'échafaudage s'est effondré, c'était le 7 décembre dernier, et Alcides a été transporté à l'hôpital presbytérien de New York dans un état catastrophique, désastreux. C'est le directeur de l'établissement lui-même, le docteur Herbert Pardes, qui dit que quand il l'a vu arriver, pour lui, il n'y avait absolument aucun doute sur le destin de cet homme-là. Et malgré des fractures multiples aux jambes, aux bras, des blessures à la poitrine, à l'abdomen, à la colonne vertébrale et une hémorragie cérébrale, notre homme s'est remis. Aujourd'hui, il respire seul et aucun de ses membres n'est paralysé. Donc c'est vraiment miraculeux, et c'est le jour de Noël qu'il a ouvert la bouche pour la première fois. Imaginez un petit peu la scène, imaginez la famille qui est réunie c'est clair. autour du lit d'hôpital de cet homme, et tout à coup il se met à parler le jour de Noël. Donc c'est ça, si c'est pas un miracle de Noël, mesdames et messieurs, c'est quand même magnifique. Et ses blessures à la tête se sont révélées mineures, et il a réussi à échapper donc aux pires conséquences qu'on pouvait imaginer dans ces cas-là, comme la paralysie. Et pourtant, il a plusieurs vertèbres qui ont explosé sur le coup, mais il a survécu. Alors on se demande vraiment, par contre, il n'y a pas plus de détails sur les conditions exactes de la chute, hein, parce que bon, il était sur un échafaudage, mais sur quoi il est tombé, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a été arrêté dans sa chute J'imagine quand même, il a dû voilà. s'amortir quelque part, quoi. Alors ça, c'est pas précisé. Et donc le chirurgien en chef, le docteur Philippe Barry, a déclaré, si vous croyez au miracle, ce pourrait en être un. C'est vrai que là, c'est quand même assez incroyable. Cette émission est terminée, on finit sur un miracle de Noël, si c'est pas mignon, pour commencer l'année 2008 en beauté. On se retrouve la semaine prochaine, passez une bonne soirée sur Rage, juste après la récréation. Bisous, bye bye.